Anche perché penso che se tu attivi internet, poi diventa indipendente dal tuo, cioè al limite Sì, penso pure io. Comunque l'ho già attivata. Perfetto, perfetto. Alors, Manuel, tu préfères nous pouvons poser des questions ou Oui, tu oui, veux... vous pouvez poser des questions. Je vais continuer après. Il n'y a pas de problème. Oui. Non, alors je peux commencer avec une question qui, du point de vue plutôt théorique, non? C'est-à-dire que tu as parlé come di, des apatrides, non? L'Office français de protection des réfugiés et d'apatrides. Oui. Alors, je vais te demander, peut-être qu'il y a une difficulté parce que si tu mets ensemble les réfugiés et les apatrides, comme dit, c'est naturel que tu penses à une forme de migration dans un contexte où l'État national sont les, come dire, i contenitori. Scusa, perdonami, ma per i ragazzi, allora forse è meglio, Nadia, se faccio la domanda in italiano e poi tu magari, sì. e magari la traduci, se no lasciamo fuori. Allora, il problema è che quando Emanuele, quando il professore Jovlen ci ho fatto vedere alcune diapositive, una di queste parlava dell'ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi. Ora, mettere insieme rifugiati e apolidi è chiaro che fa riferimento ad un'idea di Stato-nazione. Ora, quindi, come dire, lo Stato-nazione come contenitore fisso sul territorio della popolazione. Ma non è che una difficoltà nostra di società occidentali, nel momento in cui vanno in crisi gli Stati-nazione, ad immaginare una migrazione invece che non è contenibile, che non si può rinchiudere all'interno di uno Stato-nazione, per cui dovremmo abituarci a forme fluide, a forme liquide di migrazione. Questo volevo domandare. Alors, pratiquement la question de Walter est par rapport à ce qui a été abordé sur les réfugiés, les apatrides, et par rapport à l'État-nation vu comme un conteneur, d'accord, un conteneur destiné à contenir les flux migratoires. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer au contraire, une migration qui ne peut pas être contenue, qui serait plus fluide, plus liquide. D'accord. En fait, à travers la question des Walter, je vois les révolutionnaires. Et je vois les révolutionnaires et je vois aussi un homme qui est épris de liberté. Hein, c'est-à-dire que... Et la question de Walter vient aussi donner un sens à la Convention des droits de l'homme dont je parlais tout à l'heure. Et vient aussi donner une consistance à l'article 13. C'est-à-dire que tout individu a droit à une nationalité. Mais chez Walter, tu n'as pas besoin d'avoir une nationalité pour exister. Hein, si j'ai bien compris hein, ta question. Oui. Mais le problème en est que nous sommes dans un monde où, en fait, je pense que dès la naissance, à partir du paters familias, qui étaient donc les pays qui étaient constitués par les pères, les papas à l'époque, Oui. et ces pays qui étaient constitués par les pater familias à l'époque, est devenu après un pays, est devenu un autre État,
souverain avec des princes et tout ça, ainsi de suite. Donc, ce dont tu parles fait partie des rêves, ferait plutôt partie des rêves d'une certaine liberté, parce que dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, la Convention des Nations Unies de 1951, c'est une connerie. Il n'y a personne qui les respecte et les gens s'en foutent, mais complètement, les États. Du coup, quand on va parler des États-nations, comme je disais tout à l'heure, l'État-nation, c'est l'État-nation qui crée l'immigration. C'est lui qui crée l'immigration. Avant l'État-nation, tu t'es promené là où tu voulais, comme tu voulais. Mais, pouf, il crée l'immigration et en même temps, ces mêmes États-nations qui créent l'immigration mettent en place des lois pour empêcher d'autres d'entrer. Et donc, du coup, ce sont les États-nations qui sont aussi au fondement des xénophobies. Si on peut parler comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est eux qui, à un moment donné, vont créer des formes de discrimination par rapport à des personnes qui ne doivent pas rentrer, des formes de xénophobie, des formes d'interdiction et tout ça. Donc, les réfugiés ou l'apatride sans État, eh ben, c'est l'exemple même, l'apatride, c'est l'exemple même de la discrimination par rapport à une personne. Parce que si tu es apatride, tu n'existais pas. Et donc, pour exister, tu dois avoir une nationalité. Et en fait, tu poses une question fondamentale de vivre quoi, dans nos sociétés contemporaines. Tu vois, je ne sais pas si j'étais assez clair par rapport à ma réponse, mais c'est une question juridique que tu poses, quoi. Tu vois, donc, en fait, la question que tu poses, c'est simplement une question un peu comme les posait Judith Butler, le philosophe québécois ou canadien ou américain, je ne sais plus, mais qu'est-ce qu'une bonne vie dans une mauvaise vie? Qu'est-ce qu'une bonne vie dans une mauvaise vie? Voilà les réflexions qu'on peut avoir. Est-ce qu'il peut-il y avoir des réfugiés vagabonds, c'est-à-dire qui partent là où ils veulent, sans problème? Peut-il y avoir des apatrides sans État qui les matins se lèvent, partent là où ils veulent sans qu'ils se fassent arrêter? Ben non. C'est tout le problème de nos sociétés contemporaines. Nadia? Ah oui, j'ai oublié Nadia, moi. Oui. Mais il faut parler, Nadia dit stop, stop. Parce que... Oui, mais c'est assez difficile de couper parce que c'est un raisonnement oui. quand même assez complexe et le couper, ça couperait le fil. D'accord, ok, oui. Mais... Allora, attraverso la domanda di Walter vedo il rivoluzionario che c'è in lui e vedo un uomo profondamente innamorato della sua libertà. Però la sua domanda dà un senso alla Convenzione dei diritti dell'uomo e dà anche una certa consistenza all'articolo 13 che dice che ogni individuo ha il diritto ad avere una cittadinanza, ma nella domanda di Walter vedo che non c'è bisogno di avere una cittadinanza per esistere, cioè percepisco questo. Noi viviamo in un mondo dove sin dalla nascita i paesi nei quali viviamo vengono costituiti dal pater familias. Quello di cui parli, Walter, somigliano a dei sogni. Quando si parla di Stato-nazione, secondo me lo Stato-nazione crea, è lui che crea l'emigrazione e
allo stesso tempo crea delle leggi per impedire di entrare. Secondo me lo Stato-nazione crea delle forme di xenofobia. I rifugiati e gli apolidi sono l'esempio tipo della discriminazione. Quando sei apolide non esiste, perché per esistere nella nostra società devi avere una cittadinanza. La domanda che mi hai fatta è fondamentale, è quasi giuridica. E mi fa pensare a una frase della filosofa Judith Butler, che diceva... Butler, Judith Butler, oui, je me suis mal relu. Judith Butler. Oui. Lei diceva cos'è una buona vita in una cattiva vita? Ci possiamo fare la domanda, cioè possono esistere dei rifugiati vagabondi che vanno dove gli pari, degli apolidi senza Stato? Non so se è possibile in questa società. Ah oui, non, mais je peux poser une autre question, Manuel? Oui. No, perché io non pensavo a questa, cioè al fatto che ognuno fa senza nessuna forma di organizzazione sociale. Non è questo quello a cui pensavo, che non si, però alors, voglio dire... Je ne pensais pas, je ne me référais pas à des personnes sans aucune forme d'organisation sociale. Je ne pensais pas à ça. D'accord. Ma come per esempio uno adesso ci capita, no? Ci viene detto che non bisogna più avere l'idea del posto fisso, della localizzazione, insomma, l'idea che tutte le persone che sono in movimento non vanno in un determinato stato per diventare cittadini di quello stato, ma soltanto per vivere un periodo di vita, no? Anche lungo, no? Ma non definitivo. È l'idea di perenne movimento, no? Voglio dire, gli italiani che sono andati a vivere negli Stati Uniti hanno pensato di diventare degli americani. Mio zio che è andato a vivere in Inghilterra è diventato, con l'idea, è diventato inglese. Ma i migranti che vengono qui può darsi che abbiano e che ci pongono a noi questa questione, perché anche noi viviamo questa situazione qui. Come in Italia, no? Insomma, noi non abbiamo più la necessità di dire se noi siamo calabresi, se siamo napoletani, siamo tutti, è un tutt'uno indistinto, no? Ecco, questo qui a livello mondiale può darsi che sia l'inizio di una questione che i migranti ci pongono, ossia vanno a vivere temporaneamente, no? E mai in maniera definitiva. E questo con tutte le trasformazioni che poi le società si trovano a vivere, perché io mi trovo a vivere con persone che vengono da diverse parti, che si stabiliscono, che portano delle realtà, delle culture, degli usi, dei modi di vivere, eccetera, eccetera, perché non vogliono diventare... Cioè, è difficile pensare che un senegalese arrivi in Italia per diventare italiano o che le persone passino la frontiera e arrivino in Francia per diventare dei francesi. Passano la frontiera per restare quello che sono, per vivere temporaneamente, per contribuire a costruire un'idea di società senza essere rivoluzionari. Alors, je vais résumer cette question. Alors, ce que je voulais dire, en fait, dans ma question, c'est que toutes les personnes, alors je me référais aux personnes en mouvement, et au fait que toutes ces personnes en mouvement ne se rendent pas dans un état obligatoirement pour devenir citoyens de cet état. Je me référais à l'idée de mouvement continuel, en fait. Je donne un exemple. Par exemple, les Italiens qui émigraient aux États-Unis voulaient devenir américains, ou qui allaient en Angleterre voulaient devenir anglais. Actuellement, on n'a peut-être plus cette nécessité.
Au niveau mondial, peut-être que les migrants vont vivre de manière temporaire et non définitive dans un pays en apportant leurs coutumes, leurs usages, leur manière de vivre et participer à la construction d'une idée de société. Oui. Je pense avoir résumé. Oui, bien sûr, mais tous les Italiens qui travaillent au département de Lorraine sont devenus des Français, d'origine italienne, sont devenus des Français. Oui. Mais je pense que maintenant, peut-être qu'il y aura des personnes qui viendront à travailler à Metz, en Lorraine, en Italie, sans avoir l'idée de devenir. Le déplacement, c'est un déplacement qui va à continuer, qui va comme un gros mouvement. Le mouvement général, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. Oui. Ça, non, mais je pense que comment dire ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu as raison par rapport au raisonnement que tu portes sur la... en fait, sur ces déplacements, sur cette mobilité. En fait, tu fais penser un tout petit peu aux expatriés. Hein? À part que les expatriés sont des personnes qui, en fait, vont travailler dans un pays en Afrique et puis après, ils reviennent chez eux et qui apportent quelque chose. Je crois que la question, là, tu abordes une question fondamentale de ce que ces mobiles peuvent apporter au niveau du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que les personnes qui voyagent, d'accord, qui partent dans un autre pays, peuvent-ils apporter? Et c'est pour cela, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque j'expliquais tout à l'heure que l'immigration bouscule la configuration des États-nations, mais dans cette bousculade de la configuration des États-nations, ou des États, pour les États-nations, les migrants qui arrivent sont dangereux. Pourquoi? Parce que les États-nations gouvernent avec l'opinion. Et comme ils gouvernent avec l'opinion, il n'y a pas souvent des hommes politiques assez courageux en disant que oui, mais les gens qui viennent ici ne viennent pas seulement pour avoir la nationalité française, pour devenir des nationaux, pour être des citoyens français, ils viennent pour contribuer à l'évolution de notre pays. Et ça passe par quand même une transformation de la mentalité. Mais quand je parle d'une transformation, de deux côtés. Quand je parle de transformation, de deux côtés. Toi et moi, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de devenir américains, de devenir japonais, de devenir chinois. Ah oui, je lisais dans un document hier que quand on regarde la question de l'intégration en France, les Asiatiques sont mieux intégrés que les Maghrébins, les Africains noirs, autre chose. Mais non, mais parce qu'ils sont bien assimilés. Maintenant, s'il y a bien un groupe qui n'est pas assimilé en France, c'est juste une parenthèse, hein. Un groupe qui vit dans une forme de communauté, c'est bien les Asiatiques. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est une immigration silencieuse. Une immigration qui ne parle pas, qui ne revendique pas, qui ne dit jamais rien. Et donc, qu'est-ce qu'on demande à un immigré? De fermer sa gueule. Voilà. Okay. De fermer sa gueule. Donc, pour revenir, répondre à ta question, par rapport, pour que Nadia puisse un peu l'expliquer, en fait, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, l'immigré qui voyage ne vient que pour avoir la nationalité et exploiter les pays d'accueil pour les allocations familiales. C'est les discours qui est. Alors que, quand on est allé à Riace, avec toi et avec Anne, que disaient les Palestiniens? Ah oui, oui, oui. Là, les Palestiniens disaient, mais attendez, mais nous, on n'est pas venus ici pour... Moi, je suis médecin, je suis informaticien, je ne suis pas venu ici pour ça, pour ça, pour ça.
On est allé me chercher pour autre chose. Voilà. Ça, c'est une autre forme d'immigration. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne veulent pas rentrer dans le système qui leur a été imposé. Ils voulaient être libres et apporter autre chose que l'immigré planétaire, pauvre. C'est ça, quoi. Donc, pour revenir un peu à ton idée, ça, c'est une idée qu'on peut promouvoir. Que l'immigré n'est pas seulement là pour avoir la nationalité, il est là pour apporter quelque chose de lui-même au pays d'accueil, pour travailler. Et c'est-à-dire que quand je dis que l'immigré peut émerger, fait émerger un espace transnational nouveau, cet espace transnational nouveau est souvent vu de manière négative. Mais plutôt, l'immigré fait émerger une autre forme de citoyenneté dans le pays, par sa culture, par son mode de vie, par sa manière de travailler. Mais ça, ce n'est jamais pris en compte. C'est toujours pris en compte du côté négatif et non pas du côté positif. Et là, nous sommes donc dans une autre forme d'immigration. Et puis après, peut-être aussi, de l'autre côté, qu'on dise aux candidats à l'immigration que le but, quand vous partez en Europe, ce n'est pas seulement de devenir musicien, de devenir grand footballeur, d'avoir la nationalité italienne, française et autre chose. C'est aussi d'apporter autre chose et peut-être de revenir chez vous. Vous voyez, donc ça, c'est une autre mentalité qui peut être développée. Okay. Hein, voilà un peu quoi, là, ce que moi je pourrais dire par rapport à ta question, cher ami. Merci. Allora Walter, hai ragione rispetto al tuo ragionamento sugli spostamenti e sulla mobilità. Fai pensare agli espatriati. La questione fondamentale è che le persone che viaggiano possono dare qualcosa al paese di accoglienza. Quando parlavo prima di sconvolgimento, che l'immigrazione sconvolge lo Stato-nazione, intendevo che per lo Stato-nazione i migranti sono pericolosi perché governano con l'opinione, perché vengono a contribuire, contribuiscono all'evoluzione del nostro paese, contribuiscono a trasformare il nostro paese. Oggi è vero che non c'è bisogno, non abbiamo bisogno di diventare americani o giapponesi, non è che andiamo in America o in Giappone per diventare giapponesi. Apro una parentesi, in Francia, se si guardano le statistiche, gli asiatici appaiono come la popolazione meglio integrata in Francia anche rispetto agli africani, perché sono considerati come assimilati, cioè è totalmente sbagliato. Si dice questo perché si tratta di un'immigrazione silenziosa. In poche parole, l'immigrato deve chiudere il becco, non deve dire niente. Nell'inconscio collettivo l'immigrato viene in un paese soltanto per sfruttare il paese che lo accoglie. Se penso a Riace, quando siamo andati a Riace, ricordi che i palestinesi dicevano l'esatto contrario, c'erano dei medici, dicevano di voler essere liberi e di dare qualcos'altro, un'immagine diversa dall'immigrato povero che viene in Italia. La tua idea, secondo me, è un'idea che va promossa.
l'immigrato riesce a far emergere un'altra forma di cittadinanza tramite la sua cultura, il suo modo di vivere, ma questo aspetto non viene mai preso in considerazione. Forse bisognerebbe spiegare a chi vuole migrare che non bisogna andare in un paese solo per diventare cantante o diventare calciatore, che forse potrebbe tornare nel suo paese e dare qualcosa al suo paese. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ci sono altre domande? Vabbè. Se non ci sono altre domande vorrei rilanciare delle questioni. Parlo in italiano, Nadia? Sì, Sì, sì. Assolutamente. Même si tu te débrouilles très très bien en français aussi. Poi devi tradurre dal... Alors, Anna va lancer des questions. Je dis à lancer des questions, pas poser, lancer. D'accord, ok. Allora, penso che potrebbe essere molto interessante chiarire, soprattutto per i corsisti, questa differenza tra il termine clandestino e sans-papier, perché riflette veramente tutta quella che è la realtà delle immigrazioni in Francia. Dico la verità, anche per me stessa sarebbe, non solo per i corsisti, sarebbe interessante insomma puntualizzare questa differenza che mi pare che tu abbia citato nel tuo discorso. E invece l'altra questione più ampia e riguarda un tuo consolidato filone di ricerca, che è quello sul fenomeno della radicalizzazione. L'hai accennato quando hai parlato del ritiro della cittadinanza, e questa è una questione che ha riguardato anche l'Italia, perché nel decreto immigrazione e sicurezza, quella che è poi diventata legge, e che poi insomma alla fine è stata poi anche rivista. Parlo troppo in fretta, Nadia? Non, ça va. Ok. Anche noi, insomma, anche l'allora ministro dell'Interno ha tenuto a mettere in evidenza quanto ritirare la cittadinanza facendo riferimento nello specifico ai giovani nella migrazione, ai jeunes issus de l'immigration, poteva essere una strategia, un deterrente al terrorismo. Quindi ecco, quello, non so se domani focalizzerai l'attenzione sulla questione radicalizzazione, cittadinanza e giovani in Francia, però insomma veramente sarebbe interessante per noi avere il tuo punto di vista su questa questione, quindi ritiro della cittadinanza, terrorismo e radicalizzazione. Però, ripeto, se è un argomento troppo ampio che ti vuoi riservare domani, oppure avevi già in mente di svilupparlo domani, insomma, non trarrei conto di questa mia domanda. Emmanuelle. Alors, Merci. pratiquement Anna a deux questions. Alors, la première question, elle trouve qu'il serait très intéressant de reparler de la différence entre clandestin et sans-papier. Et non seulement pour les étudiants, mais pour elle-même aussi, de préciser un petit peu ces termes, notamment le terme de sans-papier qui est un terme très, très, très français. Et puis la deuxième question, par rapport au phénomène de radicalisation et de la perte de citoyenneté. Le terme m'échappe. On l'a vu précédemment. Déchéance de la nationalité. Déchéance de nationalité. Donc,
s'agissant de cette déchéance de la nationalité, donc elle a dit qu'en Italie aussi, le ministre de l'Intérieur à l'époque avait pensé à appliquer cette déchéance de la citoyenneté pour les jeunes issus de l'immigration. Alors, Anna, ne sais pas si tu vas revenir sur le sujet, sur la déchéance de nationalité, et le terrorisme et la radicalisation demain. D'accord, mais elle trouverait très intéressant de revenir un peu sur ce thème. Bon, alors, tu me disais donc la première question, c'est une question de clandestin. Différence clandestin et sans papier. Voilà, alors, je pense que quand on parle de clandestins, les clandestins, ce sont des personnes qui vivent cachées. C'est-à-dire que les clandestins ne sont pas des acteurs. Ne sont pas des acteurs. Ce sont des personnes en fait qui arrivent dans un pays, qui vont vivre cachés, comme aux États-Unis. Mais en France, le mot clandestin, depuis les années 80, est mis de côté grâce aux mouvements sociaux. C'est-à-dire que des clandestins avaient occupé à l'époque une église qui s'appelait l'église Saint-Ambroise à Paris. Et dans l'église Saint-Ambroise qu'ils avaient occupée à Paris à l'époque, je pense que c'est pas Sarkozy, c'est Pasqua. C'est Pasqua qui avait été ministre de l'Intérieur. Et cette occupation, c'était pour dire que nous ne voulons plus être des clandestins, nous voulons des papiers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas invisibles, nous sommes visibles. Et à Lille, par exemple, tous les mercredis, vous avez des sans-papiers qui manifestent avec des tam-tams qui tournent et tout ça en disant nous voulons des papiers, ils chantent des chansons et tout ça. Alors qu'avant, les clandestins, c'est quelqu'un qu'on arrêtait tout de suite. Aujourd'hui, les sans-papiers manifestent sans se faire arrêter. Vous voyez un peu la différence de tout cela, c'est-à-dire que les termes de clandestins aujourd'hui est employé pour désigner donc les sans-papiers, des sans-papiers qui peuvent être connus des administrations ou des demandeurs d'asile en séjour régulier. Vous voyez donc, on voit bien la différence entre les clandestins, c'est l'invisibilité, les sans-papiers, c'est la visibilité. Donc c'est quelqu'un qui en fait, c'est un demandeur, c'est quelqu'un en fait qui cherche donc c'est un réfugié quoi, qui cherche en fait à avoir donc des papiers. Voilà un peu la différence donc entre les deux. D'un côté, nous avons donc les clandestins, qui s'est dit des personnes qui vivent cachées, qui sont invisibles. Par contre, les sans-papiers font partie des personnes qui sont visibles et qui militent. Ce sont des militants qui souhaitent donc avoir des papiers. Voilà un peu la différence entre les deux termes. Mais ça, c'est un terme qui est arrivé dans les années 80 grâce à la revendication des anciens clandestins qui sont devenus des sans-papiers. Vous voyez, c'est vraiment une transformation, un changement de paradigme, quoi. Voilà. Ok. Quindi i clandestini sono, come abbiamo visto prima, delle persone che vivono nascoste, non sono degli attori. Le ritroviamo anche negli Stati Uniti. Il termine di sans-papier è nato negli anni 80. Allora, cosa è successo negli anni 80? Questi clandestini hanno occupato la chiesa di Sant'Ambrogio a Parigi. All'epoca c'era il ministro dell'interno, era Charles Pasqua. Hanno occupato questa chiesa perché volevano avere dei documenti, volevano dire che esistevano. Ancora oggi a Lille, ogni mercoledì questi sans-papiers manifestano e non vengono arrestati. Questa è la differenza rispetto agli anni 80. Spesso il termine di clandestino viene usato per disegnare i sans-papiers.
C'è la differenza tra clandestini e sans-papiers fondamentalmente che i clandestini sono invisibili mentre i sans-papiers sono visibili e vanno a militare. Quindi questo termine è nato negli anni '80 grazie a questa occupazione di questa chiesa. Voilà. Ensuite, donc, Anna a posé... Oui, alors, la deuxième question, c'est par rapport à la déchéance de la nationalité. Oui. D'accord, et du lien entre déchéance de nationalité, terrorisme et radicalisation. Donc, elle se demandait si demain, tu allais parler de ce problème ou non, si tu allais revenir sur ce thème. Mais je vais quand même l'aborder maintenant, puis même si demain nous avons 4 heures, parce que comme demain je serai plus dans la réalité, c'est-à-dire que dans les parcours d'intégration, peut-être qu'il y aura beaucoup de questions. Quindi partiamo adesso della tua seconda domanda, Anna. Je crois qu'il y a d'abord une chose qu'il faut prendre en compte. En fait, la question de la déchéance de la nationalité fait partie de... Comment vous dire ça? C'est-à-dire qu'on va trouver une solution à un problème insoluble. C'est comme en France, par exemple, pour comprendre la figure du pauvre, depuis des années, il faut regarder les mendiants dans l'histoire. Il faut regarder les sans domicile fixe dans l'histoire. Si vous regardez les différentes punitions qu'on donnait à cette personne-là, au mendiant, c'est quelqu'un qui était chassé de partout. Non pas seulement il est mendiant, il est vagabond, mais quand il arrive dans une ville, on les chasse. On les chasse. Et à la fin, on va décréter même la peine de mort. Voilà comment trouver une solution par rapport à un problème insoluble. Et bon, je donne cet exemple. Pourquoi? C'est l'exemple type de la manière dont l'État se débarrasse d'un problème dont il n'arrive pas à trouver les solutions. C'est-à-dire que à un moment donné, la France, c'est quand même l'un des pays en Europe qui est confronté au phénomène de radicalisation des enfants d'immigrés. Moi, j'ai fait un article, je pense qu'Anna a cet article-là, sur les enfants d'immigrés face à la radicalisation. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les hommes naissent libres et égaux en droit. Et là, donc, nous sommes dans un modèle qui repose sur les principes d'égalité, un principe d'égalité qui est formulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, c'est-à-dire un pays de justice sociale. Mais seulement, si on parle d'un pays de justice sociale, François Dubé lui explique qu'il y a deux grandes conceptions de justice sociale. Deux. Vous voyez? Deux grandes conceptions de justice sociale. Et quand on regarde ces deux grandes conceptions de justice sociale, nous avons l'égalité des places, et l'égalité des chances. Je dis bien égalité des places et égalité des chances. Si on regarde ces deux conceptions ont une même option. Mais le problème, c'est que comment penser l'égalité des chances si nous ne partons pas sur la même ligne de départ? Vous voyez? Or, il s'avère que un certain nombre d'enfants d'immigrés ne partent pas sur la même ligne de départ que les autres enfants. Vous voyez? Et donc, cela pose problème. Donc, un certain nombre d'entre eux vont se tourner du côté de la radicalisation. Et quand on regarde, en fait, ces personnes qui se tournent du côté de la radicalisation, j'en avais parlé une fois dans une conférence quand je suis venu à
à Calabria, j'avais parlé d'un type qui s'appelait Nordine. Nordine vit ce qu'on appelle une expérience totale des discriminations. L'expérience totale des discriminations, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est tellement envahi par des formes de discrimination que tu ne sais plus comment t'en servir. Du coup, tout ce que tu vois ne peut être que la discrimination. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, nous avons un certain nombre de jeunes qui, en fait, ne trouvent pas de solution par rapport à leur propre vie. Et ces enfants d'immigrés, donc, l'une des solutions, c'est de rentrer, donc, de devenir, donc, djihadistes. Pourquoi? On a des enfants qui ont grandi dans les quartiers populaires, la majorité appartiennent à une même génération, avec des profils sociaux qui sont peut-être un peu variés et qui vivent les mêmes difficultés. Et donc, et quand on regarde ces jeunes-là, l'une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est d'aller là-bas. Alors, il y en a un qui disait que, en tant que fils d'immigré, j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais espérer. Voilà. J'ai atteint le maximum de ce que je pouvais espérer. Et donc, cette limite-là pose encore une fois ce que je disais tout à l'heure, les conditions de ce qu'est une bonne vie et une mauvaise vie. C'est-à-dire que quand je parle, j'aime beaucoup cette expression de Judith Butler. Qu'est-ce qu'une bonne vie et qu'est-ce qu'une mauvaise vie? En fait, cela signifie que comment est-ce que moi, je peux mener une bonne vie dans une société que je considère comme une société de merde. C'est tout simplement ça. Comment je peux mener une bonne vie dans une société où, quand je sors dans la rue, il y a des personnes qui meurent de faim, il y a des sans domicile fixe, il y a de la misère. Et donc, du coup, c'est une sorte d'introspection, une sorte de questions réflexives par rapport à soi. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont français. Et comme ils sont français, eh bien, on ne peut pas les renvoyer. Et donc, la solution qu'on avait trouvée, c'est la déchéance de la nationalité française pour les renvoyer. Ben non. Le problème en est que nous sommes quand même dans un pays où il y a une constitution. Et cette constitution interdit la déchéance de la nationalité. Si on doit faire la déchéance de la nationalité, eh bien, il faut revoir la constitution française. Voilà un peu donc ce que je voulais dire par là, quoi, par rapport à ces enfants djihadistes. Et donc, en fait, ces enfants-là, ça montre effectivement la crise du modèle français d'intégration. Et quand on va parler de la crise des modèles français d'intégration, on va parler de quoi? De la question de la laïcité, la question du foulard, la question du djihadisme, la question des discriminations, la question du racisme. Mais attention, cela ne veut pas dire que dans ces modèles-là, les gens ne récitent pas. Moi, je suis un exemple de la récite. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire on ne peut pas tout mettre du côté des échecs. Il y a des échecs. D'accord? En France, c'est un pays où il y a des racistes. Mais on ne peut pas dire que la France est raciste. Vous voyez? Et donc, voilà un peu... vous savez, il y a Fabio Perocco, qui est à la ville des Amoureux en Italie, qui m'a demandé un article sur la xénophobie d'État. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour écrire sur la xénophobie d'État. Fabio Perocco, vous voyez? Mais en même temps... Pardon? Oui, je connais très bien, oui, bien sûr, Fabio Perocco, oui. Oui, il m'a demandé, il m'a envoyé un mail hier, tu vas m'envoyer quand l'article? Je ne lui ai même pas encore répondu. Je vais lui répondre après. C'est intéressant son idée. Est-ce que peut-il exister une sorte de xénophobie d'État? Vous voyez, bon, c'est vrai que demain, je vais revenir peut-être là-dessus, sur ces questions-là, mais la question qui se pose, c'est la question de la déchéance de la nationalité. De quelqu'un qui est né français, qui est né en France, mais des parents immigrés, pose effectivement beaucoup de questions. Mais seulement, au niveau de la Constitution, je pense qu'il faut revoir toute la Constitution pour que cela puisse aboutir. Alors que ça avait été demandé à un moment donné par la gauche, non par, je crois, par François Hollande et les autres. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait exploser toute la gauche en France, à cause des questions comme ça. Voilà, Anna, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à ta question, mais on peut continuer de discuter. Donc, je vais laisser à Nadia de traduire. Oui.
Merci. C'est moi qui te remercie. Alors, donc j'en étais. Quindi prima voglio iniziare con una cosa. Quindi la questione del ritiro della cittadinanza per me significa trovare una soluzione a un problema senza soluzione. In Francia, per capire la storia dei poveri, bisogna studiare la storia dei mendicanti che venivano cacciati da ogni posto e che alla fine venivano anche condannati a morte. E questo secondo me riassume bene il modo in cui lo Stato si toglie di mezzo i problemi che non hanno una soluzione. La Francia è un paese che viene confrontato al fenomeno di radicalizzazione dei bambini immigrati, dei figli di immigrati. Gli uomini in Francia nascono liberi e uguali in diritti. Questo principio di uguaglianza lo troviamo nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, e quindi la Francia è un paese con una certa giustizia sociale. François Dubé aveva due concezioni della giustizia sociale. La prima era l'uguaglianza dei posti e la seconda l'uguaglianza delle chance, delle possibilità, delle opportunità. Però come si fa a pensare all'esistenza di un'uguaglianza delle possibilità se non si parte dalla stessa linea di partenza? Molti figli di migranti sono in questa situazione, non partono dalla stessa linea di partenza e quindi si girano verso una radicalizzazione perché vivono un'esperienza totale di discriminazione. Vivendo questa esperienza totale di discriminazione, questi bambini non vedono una via di uscita a questa discriminazione e trovano nella radicalizzazione il modo di uscirne. Dicono spesso che in quanto figlio di immigrato ho raggiunto il massimo di quello che posso sperare. E qui di nuovo ritorno sulla frase di Judith Butler che diceva che cos'è una buona vita in una cattiva vita. È vero, come fare a pensare di vivere, che viviamo in una buona vita, che abbiamo una buona vita, se non appena usciamo di casa vediamo che ci sono persone che non hanno una casa, c'è miseria per strada, gente che muore. Alcune persone hanno la cittadinanza francese, quindi non si possono rimandare nel loro paese e quindi si è pensato a questo ritiro della cittadinanza, però la Costituzione non lo permette. Questi bambini dimostrano questa crisi del modello francese di integrazione e lì arriviamo a parlare di laicità, di jihadismo. Io per esempio sono l'esempio di una persona che ce l'ha fatta. Insisto nel dire che in Francia è vero che ci sono dei razzisti, ma non si può dire che la Francia è un paese razzista. Fabio Perocco mi ha chiesto di scrivere un articolo sulla xenofobia.
più particolarmente di rispondere a questa domanda se può esistere una sorta di xenofobia di Stato. Questa questione del ritiro della cittadinanza pone veramente problema. In Francia si era pensato a questo ritiro e è stata proprio la sinistra a pensare a questo ritiro di cittadinanza. Per questo la sinistra in Francia oggi non esiste più, cioè è esplosa colpa di questa proposta. Merci Madame Nadia, vous êtes extraordinaire. Ah, vous êtes trop bon, Monsieur Emmanuel Jovelin. Non, Madame Nadia, c'est formidable. Non, Madame Nadia. No. Madame Nadia. Madame Nadia, oui, c'est formidable. Un'altra italo-francese. Come dire, Mais qui n'a pas réussi? Emanuele, veramente, come dire, non credo, se ci sono altre brevi domande, però vorrei anche sollevare un po', giusto se no passo per essere ulteriormente ancora peggio, peggior negriero, per cui se ci sono altre domande brevi da parte dei corsisti, se no, come dire, possiamo anche come dire, pensare di fermarci qui per stasera e magari ricominciare domani. Jovelin, je vais dire s'il y a des autres petites questions, nous ne pouvons encore Oui. 5 minutes, mais non plus de 5 minutes parce que je ne veux pas passer à l'histoire comme les plus grandes négrières de l'histoire de l'Académie mondiale. Alors, c'est-à-dire que nous pouvons penser, il y a quelqu'un qui veut poser une spécification de questions, sinon nous pouvons tranquillement passer à attendre demain. Devi parlare in italiano. Va. Ah sì, c'è qualche... sì, vabbè. Se c'è qualche corsista che vuole porre qualche domanda, abbiamo ancora 5 minuti, qualche breve domanda, qualche specificazione, altrimenti possiamo passare benissimo a domani e dare anche, non approfittare ulteriormente della pazienza di Emanuele e anche di Nadia, perché sono stata abbastanza... C'è qualcuno? C'è corsisti? No, moi j'ai Walter, moi j'ai le temps. Oui. Toi, le temps pour Ah oui, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui, mais le cours va terminer à 18h30, c'est-à-dire que nous avons encore 5 minutes, mais pas plus de 5 minutes, parce que d'autres fois, je passerai à l'histoire comme un grand négrière, et je ne veux pas te donner cette satisfaction. Non, mais pour moi, on peut prendre encore, s'il y a des gens qui ont des questions, on peut aller jusqu'à 18h45, 15 minutes, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je pense qu'il peut-être mieux si nous arrêtons, les corsistes vont prendre le temps pour réfléchir sur les choses que tu as dit, mais peut-être que demain. Je voudrais te remercier. Je pense qu'il y a encore le professeur Fantozzi qui peut-être voudrait te donner ses salutations e te remercier aussi, lui aussi. C'è ancora il professore Fantozzi? No, io solo ringrazio Emanuele per la lezione bellissima. Passa sempre da concetti che appaiono semplici ma che hanno una grande capacità coinvolgente e anche una complessità notevole, insomma. Quindi lo ringrazio per la sua capacità di essere semplice e complesso allo stesso tempo. Grazie mille. Grazie mille, padre. Tu as compris, Emmanuel? J'ai pas besoin de traduire?
Oui, mais il m'a remercié. Oui, oui. Une grande capacité. D'exposer des concepts qui apparemment sont très très simples, mais qui au fond sont très complexes. Oui. Merci beaucoup pour lui, parce que venant de lui, c'est un grand compliment pour moi. Un grande complimento. Sì, ma c'est un complimento alla capacità che ha Emanuele veramente di offrire dei quadri veramente complessi. Che dire, adesso Nadia aiutami perché vorrei dire che normalmente adesso quando quando finivamo il seminario e c'era un momento anche di convivialità e che ci aiutava a riprenderci un po' dalle fatiche. Purtroppo questa volta ne dovremo fare a meno e forse questa è veramente oggi la parte più triste di tutta l'organizzazione di questo. Ti chiedo a te di tradurlo ad Emanuele perché vorrei che gli giungesse veramente tutto l'affetto che nutriamo e il dispiacere di non poter passare a passare Alors, pratiquement, Walter tenait à te dire que habituellement, à la fin des séminaires, il y avait toujours ce moment après pour se détendre, un moment de convivialité. Et malheureusement, la partie la plus triste, d'accord, dans cette situation, c'est qu'on ne peut pas avoir ces moments de convivialité. Et il tenait absolument à te dire à quel point il tient à toi, il tient à ces moments et il est vraiment désolé de ne pas pouvoir vivre ces moments. Il n'y a pas de problème. Nadia. Oui. Nadia, et puis après aussi les collègues là, est-ce que quelqu'un pourrait me faire un webinaire avec la chaire du travail social sur les pratiques du travail social pendant les confinements en Italie? Comment les travailleurs sociaux ont travaillé pendant les confinements en Italie? Quelqu'un pourrait me faire ça, non? Peut-être Pierre, non? Ou Anna, je ne sais pas. Quindi, Anna, tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Si. Est-ce que tu parlais pour demain, maintenant, ou en général? Non, dans un mois, pas maintenant. Dans un mois, je ne sais pas, je programme ça en France, ici, comme vous avez fait. C'est pour me faire une conférence au niveau de la chaire, ma chaire actuelle du travail social. E magari parlo in italiano e poi traduci per tutti, vediamo. E in effetti questa questione l'abbiamo affrontata recentemente e soprattutto grazie anche alla collaborazione di alcuni corsisti e corsiste di questo CAF, che terrei veramente domani anche a poterti presentare, perché in realtà insomma qualcuna tu già la li conosci, che in effetti è un momento di grande difficoltà, veramente di grande difficoltà per gli assistenti sociali e le assistenti sociali che sono stati costretti a lavorare con persone che hanno visto aumentare la propria precarietà in tutti i sensi, sociale, normativa. Quindi sì, stiamo riflettendo su questo, abbiamo cominciato a produrre dei lavori e ovviamente insomma piacerebbe insomma anche che domani qualcuno dei corsisti e delle corsiste magari potesse offrire una testimonianza al riguardo. Quindi grazie Emanuele per questa sollecitazione, se è possibile un confronto su questo internazionale, ecco, per noi sarebbe veramente una fonte di arricchimento. Grazie Emanuele. Merci beaucoup. Et donc demain... Ça va, c'est clair, non? Alors, oui. Anna disait que justement sur ce problème du travail social durant le confinement, c'est un problème sur lequel elle a déjà travaillé avec des participants à ce cours et qu'elle
elle aimerait te présenter demain ces participants, parce que c'est vrai qu'ils sont en train de vivre un moment vraiment très, très, très difficile. Avec ce problème. Et elle avait déjà réfléchi au problème et commencé à écrire. Et elle aimerait que demain, certains participants, justement, témoignent des problèmes qu'ils rencontrent. Donc oui, pour elle, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Mais si on les fait à un autre moment, parce que... Ah oui, oui, justement, oui, Manuel, oui. À un autre moment, parce que demain, comme j'ai cours avec les autres, comme ça ne concerne pas, je vais terminer les programmes demain. Oui, oui. D'accord. Merci, Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup. Grazie. Chers Grazie amis. di tutto. Ciao. Grazie. Ciao. A demain. Saluti a tutti e a tutte. Domani. Domani mattina. A domani mattina. À demain. À demain. Buonasera a tutti. A demain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.